CERCOG est un projet interdisciplinaire tourné autour du cerveau et de la cognition, abordé sous différents aspects, que ce soit clinique, social, environnemental ou bien d'autres. Le CERCOGcast vise à présenter les différents axes à travers des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode du CERCOGcast. Je suis Vaya Tessan, en thèse au Grenoble Institut des Neurosciences, et aujourd'hui nous allons parler AVC avec Timur Vit. Timur, je te laisse la parole. Merci, bonjour, je m'appelle Timur Vit, je suis docteur junior en neurologie au CHU de Grenoble, actuellement dans le service des troubles du mouvement. En tant que médecin, je ne suis pas proprement affilié à une équipe de recherche, mais j'ai effectué ma thèse pour l'obtention du titre de docteur en médecine sous la supervision du docteur Pauline Cuisonnier, qui est praticienne hospitalière au CHU et spécialisée en neurologie vasculaire. Ma thèse portait sur l'évaluation de l'indication de la thrombolyse intraveineuse comme traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques de circulation postérieure sans occlusion de gros troncs. D'accord, donc qu'est-ce que l'AVC ? L'accident vasculaire cérébral, ou AVC, c'est une problématique qui est très fréquente. Un AVC toutes les 4 minutes en France. Une problématique qui est grave, c'est la 3e cause de décès en France. 80% de ces AVC sont causés par l'occlusion d'une artère cérébrale plus ou moins grosse et sont dits AVC ischémiques. Parmi ces AVC ischémiques, 20% concernent la circulation cérébrale dite postérieure, comprenant les artères vertébrales, le tronc basilaire et les artères cérébrales postérieures. Ces dernières vont vasculariser des structures anatomiques importantes, telles que les voies motrices, les voies sensitives, les voies visuelles, ou encore des structures impliquées dans, par exemple, l'éveil ou la vigilance. Des accidents vasculaires cérébraux dans ces territoires vont entraîner des symptômes tout à fait variables, pouvant aller de simples vertiges jusqu'au handicap sévère, voire même au décès. La thrombolyse intraveineuse, c'est le seul médicament approuvé en phase aiguë de l'AVC, à une visée curative en dissolvant le caillot afin de déboucher l'artère occluse, sous réserve d'un certain nombre de contre-indications, notamment d'une prise en charge rapide. L'objectif de ma thèse était d'étudier les bénéfices-risques de l'utilisation de la thrombolyse intraveineuse pour des AVC postérieurs, généralement peu symptomatiques, qui avaient de ce fait été exclus des essais contrôlés randomisés de référence qui ont conduit à faire valider la thrombolyse intraveineuse comme traitement de l'AVC. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton projet de thèse ? Oui. Nous avons créé une cohorte rétrospective d'un peu moins de 1000 patients qui sont passés entre 2016 et 2021 par les unités neurovasculaires de Chambéry et de Grenoble. Nous avons volontairement choisi d'exclure les patients qui présentaient une occlusion dite de gros tronc, qui correspondait à une occlusion du tronc basilaire ou des 2 artères vertébrales, du fait d'une gravité généralement beaucoup plus importante, ce qui rend l'utilisation de la thrombolyse moins sujette à débat. L'objectif principal de la thèse était d'investiguer une potentielle association entre thrombolyse intraveineuse et évolution favorable chez ces patients. En d'autres termes, est-ce que le bénéfice-risque de la thrombolyse est favorable chez ces patients généralement peu symptomatiques ? Concernant les objectifs secondaires, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous avions pour but également de décrire ces AVC, de faire un état de l'art des pratiques actuelles, et enfin de rechercher des facteurs pronostiques et d'évolution, notamment par rapport à la localisation anatomique de ces AVC. D'accord. Super intéressant. Et du coup, au niveau des résultats, qu'est-ce que vous avez obtenu ? Alors, sur l'ensemble de notre population de patients, nous n'avons pas mis en évidence d'association entre thrombolyse et évolution favorable, qu'on définissait au préalable sur le score de Rankin, qui est un score d'indépendance fonctionnelle. Au contraire, on retrouvait une association entre évolution favorable et thrombolyse dans le sous-groupe comprenant uniquement des patients qu'on avait définis comme plus graves sur le plan neurologique. Parmi nos objectifs secondaires, nous avons décrit un plus haut taux de thrombolyse lorsque les patients étaient évalués comme étant plus graves à la prise en charge, lorsqu'ils présentaient une occlusion artérielle visible et lorsqu'ils avaient bénéficié d'une IRM comme imagerie initiale. Et parmi donc ces résultats, donc, quelles pourraient être les implications de ces résultats et donc le futur de ce projet finalement ? Alors ce projet de thèse, il s'inscrit dans un contexte d'incertitude vis-à-vis de l'utilisation de la thrombolyse intraveineuse dans ce cas de figure bien précis, mais pas si rare pour nous neurologues, sans que les dernières recommandations européennes de 2021 parviennent vraiment à se positionner clairement vis-à-vis de cette problématique. Nous avons comme projet de retravailler les données en se centrant sur des sous-groupes d'intérêt afin de voir quels patients seraient les plus à même de bénéficier à moindre risque d'une thrombolyse intraveineuse. Par ailleurs, nous avons pu faire valoir à l'Agence régionale de santé l'intérêt de ces résultats concernant l'utilisation de l'IRM comme imagerie initiale,
qui n'est disponible au CHU de Grenoble qu'en journée hors week-end, contrairement à l'immense majorité des CHU en France. D'autant plus qu'on sait la mauvaise résolution spatiale du scanner cérébral pour l'étude de ces AVC postérieurs. Oh, je ne savais pas du tout ça. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, donc, tu as pu communiquer sur ces résultats ou est-ce que tu as fait une communication en lien avec ça Alors, outre ça j'ai pas communiqué encore sur ces résultats, on est encore en train de retravailler. Ma dernière communication scientifique, en fait, elle n'a pas de rapport. J'ai réalisé avec l'aide du docteur Sina Potel, un neurologue qui travaille maintenant sur Saint-Brieuc, un article sur une atteinte cognitive chez un jeune homme de 18 ans qui était lié à une carence en vitamine B12 induite par une consommation chronique de grandes quantités de protoxyde d'azote. C'est une problématique tout à fait actuelle en neurologie, on en voit énormément ces derniers temps. C'est un projet annexe qui a rien à voir avec ma thèse, et ça permet de montrer l'avantage des différents terrains de stage d'internat en médecine, et d'autant plus en neurologie au CHU de Grenoble, c'est que la multitude de pathologies que ça nous permet de rencontrer, qui nous permet de ne pas nous cantonner à un seul axe de la neurologie, et ainsi de pouvoir voir des pathologies tout à fait différentes. Et du coup, est-ce que, vu que tu as rédigé un article qui n'a pas de lien, entre guillemets, avec ta thèse, est-ce qu'il y a un article qui a un lien avec ta thèse ou non, qui t'a marqué récemment, ou même pas récemment en général ? Alors récemment, j'ai effectué une présentation sur la prise en charge du tremblement essentiel, donc qui a effectivement pas de rapport direct avec ma thèse, et plus particulièrement sur l'ensemble du projet dit BEST-FUS de Yoro Morin et collaborateurs sur l'intérêt et la sécurité de la thalamotomie bilatérale par ultrason guidé par IRM, et les résultats semblent vraiment intéressants. C'est quoi la thalamotomie ? Alors la thalamotomie, ça va être créer une petite lésion de manière artificielle, soit de manière conventionnelle par une petite lésion chirurgicale, soit par des ultrasons, soit par une radiofréquence, pour aller diminuer un symptôme neurologique, par exemple dans ce cas-là le tremblement. D'accord, ok. Waouh. Et est-ce que tu aurais des lectures ou des thèmes plutôt vulgarisés, des outils vulgarisés qui puissent nous permettre de mieux comprendre l'un des thèmes que tu as abordé lors de cette interview ? Oui, alors je recommanderais la chaîne YouTube Vidéocast ANINF, ANAINF, qui partage régulièrement des conférences sur différentes problématiques neurologiques. Et je recommanderais aussi, même si elles sont plus trop actives actuellement, la chaîne YouTube de la Société francophone d'électroneurommyographie, sur laquelle on peut retrouver des présentations de très grande qualité. Et avec tout ce que tu nous racontes sur ta thèse, sur les projets que tu as menés, etc., est-ce que pendant ta thèse, il t'est arrivé de devoir changer de sujet ou autre comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai découvert 3 semaines avant la soutenance de ma thèse, c'est-à-dire qu'une fois que la thèse était déjà finie, qu'une équipe autrichienne avait présenté un poster à l'European Academy of Neurology sur un projet qui était très similaire au mien, mais qui était multicentrique et national avec 17 fois plus de patients. J'avais envie de tout arrêter, c'était comme si le projet dans lequel je m'investissais depuis 10 mois avait pas d'intérêt, d'autant plus que l'équipe autrichienne mettait en évidence des résultats que je n'avais pas et que j'aurais aimé avoir. Il m'a fallu plusieurs semaines de recul et de réassurance de la part de mes proches pour me rendre compte que ça n'enlevait rien à mon travail et qu'au contraire, il s'inscrivait dans une problématique tout à fait actuelle et intéressante pour l'ensemble des neurologues. Et je sais que c'est une problématique qui est assez fréquente, en fait, d'avoir l'impression de se sentir dépossédé de son projet. Mais finalement, c'est une problématique tout à fait logique puisque différentes équipes, à fortiori avec des moyens différents, vont être amenées à travailler sur des projets qui vont être très similaires en même temps, ce qui souligne leur intérêt. Merci pour ces conseils, merci pour cette interview riche et très intéressante. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve le mois prochain à la même heure. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et notre Twitter.